Heure solaire, cela m'amène à un début de nuit à 20 h et une fin de nuit à 4 h du matin. Pendant ces 4 premières heures, ici, ces 4 heures sacrées, eh bien, nous avons un programme de réparation qui va se mettre en place. Et donc, quand je me couche vers 1 h du matin, ça y est, c'est fini. Hein, le film a été projeté et le projectionniste ne va pas me refaire une séance privée. Non, non, là, je suis arrivé trop tard. Il y a un train qui est censé partir, c'est un train de nuit. Nous sommes censés dormir dans ce train et si on ne prend pas le train à temps, eh bien, on ne dormira pas dans ce train. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, aux patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, hein, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. On aborde un problème particulier qui est le sommeil et notamment l'aspect des écrans et du fameux créneau, le créneau 22 h 2 h. Je vais tout vous expliquer, c'est très important pour que vous soyez vraiment autonome dans votre gestion du sommeil, dans votre tentative d'optimisation du sommeil qui dépend aussi d'autres facteurs, de facteurs anxiété, etc. Mais là, c'est vraiment un point essentiel qui concerne notamment lors du coucher et les écrans. Et sans ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a plein de choses qui ne fonctionneront pas ou de dysfonctionnements que l'on va aggraver. Alors l'idée, ça n'est pas forcément d'avoir une vie militaire. On peut regarder des écrans de soir, bien sûr. Simplement, il ne faut pas que ce soit tous les soirs. Et si possible, qu'on ait plusieurs soirs d'affilée, 2, 3 ou plus si possible, où il n'y ait pas d'écran. Et qu'en fait, ce soit plutôt l'exception que la règle. Voilà. Ça, c'est très important. De même pour l'heure du coucher, mais les deux vont souvent ensemble. Et en remplaçant les écrans par de la lecture, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus que ça fait fonctionner le cerveau. Alors bien sûr, pas des livres trop passionnants, avec trop de suspense, parce que là, ça va entraîner une excitation hormonale, noradrénaline, adrénaline, etc. Et psychologique, et les deux vont s'entraîner, se renforcer. Mais un livre éventuellement intéressant, mais non palpitant. Les essais de Montaigne, ça marche très bien. C'est passionnant en soi, mais enfin, au bout d'une page, je suis KO. Voilà, donc ce qui fait que je n'avance pas très vite. Et donc ça peut être un très bon somnifère et une solution entre deux, ce pourrait être d'écouter ce qui passe, par exemple un podcast ou une vidéo YouTube, de l'écouter mais de ne pas regarder et de faire attention à ça. Voilà, donc ça c'est un point très très important qui est vraiment même essentiel pour avoir les bonnes sécrétions hormonales pour pouvoir encore une fois régénérer, réparer pendant cette phase de sommeil lent profond de début de nuit. Le créneau 22 h 2 h, c'est 4 heures de réparation intense dont il faut impérativement pouvoir bénéficier. Pour parler du sommeil et de certaines interactions hormonales, etc. et des écrans, alors on va faire un petit schéma. On va partir d'un axe du temps, c'est-à-dire en gros la journée. Donc ça c'est ma journée. En ce qui concerne mon coucher, et notamment mon sommeil, on peut montrer que nous sommes câblés comme à l'époque des cavernes, et que cela a des implications très importantes au niveau des horaires et de la luminosité. Au niveau des horaires, minuit est censé être le milieu de la nuit et non sans raison. Ok, moitié de la nuit. Alors là, je parle en heure solaire, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que lorsque je dors 8 heures, eh bien, j'ai environ 4 heures avant minuit et environ 4 heures ou 3-4 heures après minuit. Ce qui m'amène donc du coup en termes d'horaire, ici. Heure solaire, cela m'amène à un début de nuit à 20 h et une fin de nuit à 4 h du matin. Alors c'est de l'heure solaire, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses. Alors c'est sûr que ça va paraître un peu curieux dans un premier temps, mais pas d'inquiétude. Si l'on se réfère à une heure d'hiver par exemple, eh bien on est en +1 par rapport à l'heure solaire, et dans ce cas-là, sous nos latitudes, en tout cas en France métropolitaine et une bonne partie de l'Europe, 20 h va devenir 21 h, heure d'hiver, minuit va devenir 1 h, heure d'hiver, et 4 h du matin va devenir 5 h du matin. Et heure d'été, nous passons à 22 h, 2 h, 6 h. Alors on a vu que c'était 3 à 4 heures, ça veut dire 5-6 heures plus exactement. Donc voici les heures d'hiver et les heures d'été. Pourquoi est-ce que cela a une importance? Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, on est câblé comme ça et il existe un programme de réparation, de régénérescence, donc qui s'oppose à la dégénérescence et au stress,
Et ce programme de réparation a lieu globalement dans cette première partie, ces 4 premières heures. Voilà. Les 3-4 heures suivantes ont d'autres rôles dans lesquels je ne rentre pas aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est un peu caricatural, c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, le sens y est. Et c'est pour ça que c'est important de le retenir tel quel dans un premier temps. Pendant ces 4 premières heures, ici, ces 4 heures sacrées, eh bien, nous avons un programme de réparation qui va se mettre en place, que je symbolise ici, voilà. Et ce programme de réparation, eh bien, il va permettre, comme son nom l'indique, de réparer un certain nombre d'organes, dont le corps en entier et le cerveau en particulier. C'est-à-dire que durant cette période-là, ce sweet spot, comme on pourrait l'appeler, alors ça dépend des phases du sommeil, c'est globalement le sommeil lent profond qui intervient essentiellement dans cette partie de nuit. Bon, il y a des subtilités dans lesquelles je ne rentre pas volontairement. Je vais sécréter un certain nombre d'hormones et de différents composés. Donc dans ces hormones, il y a la testostérone. Chez l'homme comme chez la femme, il y a l'hormone de croissance, qu'on appelle parfois GH, de son initiale anglaise, growth hormone. Il y a la neuromélatonine. Il y a tout un tas de substances de neurostéroïdes et toutes celles que nous ne connaissons pas, bien entendu. Ça, c'est le programme, entre autres, de réparation pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Et le cerveau en lui-même va déclencher en parallèle un certain nombre d'événements, et notamment des événements, petit cerveau, notamment des événements permettant le drainage de toxines, vous savez, les protéines aminoïdes que l'on retrouve par exemple dans l'Alzheimer, etc. Donc il y a un système de drainage comme un système lymphatique, sauf que c'est quelque chose d'actif. Les vaisseaux lymphatiques, les tuyaux entre guillemets lymphatiques n'existant pas en tant que tels dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Voilà, je ne détaille pas. Donc il y a un certain nombre d'actions de ce système de réparation, et encore certainement d'autres que nous ne connaissons pas, c'est évident. Et ça a lieu essentiellement pendant cette période-là qui dure 4 heures, qui est donc un créneau qui va de 21h à 1h ou de 22h à 2h selon l'heure d'été et l'heure d'hiver, d'accord? Donc ça c'est vraiment un point essentiel à avoir compris, ce qui veut dire que les gens qui travaillent de nuit, par exemple des agents de sécurité, même lorsqu'ils ont une hygiène de vie irréprochable, ils n'arrivent pas à récupérer la journée en général, parce que justement, ce programme de réparation n'aura pas été efficace. Il y en a un petit peu pour la survie, bien sûr, mais il se limite à la survie et non pas à davantage que la survie. C'est vraiment toute la différence entre survie, subsistance d'un côté et épanouissement, développement de l'autre côté, bien sûr. Donc, on confond d'ailleurs souvent ces deux notions actuellement. Et donc, notre vie ne se limite pas à une survie à court terme. Sinon, ça se fait avec un prix qui est fort à payer derrière, qui est lourd de conséquences. Et donc, cela veut dire que déjà par rapport à l'heure du coucher, eh bien, si je vais me coucher plus tard, que je vais me coucher, si je prends l'heure d'été pour être plus gentil, mais vous voyez que c'est pas tout à fait exact, si je prends 23 heures, même que j'estime que je suis en été, ou minuit, eh bien, je vais rater, je vais commencer à me coucher par exemple à ce moment-là, ou plus tard. Et donc, en fait, j'empiète sur mon programme de réparation, j'en verrai les 3/4, la moitié, et donc, à un moment donné, je ne vais plus assister à ce programme de réparation ou à très peu. Et donc, quand je me couche vers 1h du matin, sur une heure d'hiver, par exemple, eh bien, 1h du matin, ça y est, c'est fini. Le film a été projeté, et le projectionniste ne va pas me refaire une séance privée. Non, non, là, je suis arrivé trop tard. Voilà. Ça explique aussi pourquoi, lorsque l'on dépasse une certaine heure de coucher ici, 21h ou 22h, eh bien, parfois, il est difficile de s'endormir parce qu'il y a tout ce programme qui se met en route et donc quand l'endormissement spontané n'est pas, on n'en bénéficie pas, indépendamment des écrans, eh bien à ce moment-là, on a un regain d'énergie en lien avec tout ce programme qui se met en route. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un train qui est censé partir, c'est un train de nuit, nous sommes censés dormir dans ce train et si on ne prend pas le train à temps, eh bien on ne dormira pas dans ce train. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Alors, quel lien maintenant avec les écrans? Donc les écrans, bien sûr, décalent l'heure du coucher, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que les écrans, une soirée entre amis, voilà, et de temps en temps c'est tout à fait utile, c'est pas la question. Il y a un autre problème avec les écrans, qui est le problème de la lumière en soi. Et nous avons dans le cerveau, dans la partie antérieure de notre cerveau, que je vais dessiner ici, alors la partie antérieure du cerveau profond. Donc le cerveau profond, c'est proche du système limbique, c'est très intérieur, et donc il y a toute une zone que l'on appelle l'hypothalamus, qui, vous savez, donne des ordres à l'hypophyse, régule le système nerveux sympathique, parasympathique, dont le nerf vague, joue beaucoup sur l'immunité, il y a encore de jolis travaux à ce niveau-là, entre le système nerveux dit autonome dont je viens de parler,
et l'immunité. Il joue sur le métabolisme de base. On oublie souvent que l'hypophyse n'est pas autonome dans les ordres qu'elle donne par exemple à la thyroïde ou à la glande surrénale pour faire des hormones comme la testostérone, le cortisol, etc. mais dépend de l'hypothalamus et que, in fine, l'hypophyse a plusieurs petits chefs d'orchestre, mais le gros chef d'orchestre, ça reste l'hypothalamus, donc une partie du cerveau très ancienne qui a ces rôles-là. Et cet hypothalamus, dans sa partie antérieure, pas très loin de l'œil, si je fais l'œil par projection ici, il y a le nerf optique, etc. Ils vont se croiser, ce qu'on appelle le chiasma. Il y a une zone par ici qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, mais peu importe, je vais l'appeler le détecteur de lumière parce que c'est un de ses rôles principaux. Ce détecteur de lumière fonctionne à l'époque des cavernes. Et lorsque l'on détecte un changement dans la lumière, une lumière qui d'un coup devient relativement vive, en général, c'est lorsque la lumière jaillit dans la caverne, et à ce moment-là, c'est qu'il est le matin. Et ce noyau suprachiasmatique, ce détecteur de lumière, donc, envoie un ordre en disant au corps entier qu'il va falloir se réveiller, puis ensuite se lever, et que donc, là, il va falloir mettre en branle tous les mécanismes en lien avec un stimulus de stress pour augmenter la pression artérielle, augmenter le métabolisme, augmenter la température corporelle, etc. Et ça passe par un certain nombre d'adaptations, dont un gros pic de cortisol qui va sagement diminuer l'après-midi et devenir très bas pendant la nuit et qui va être prêt à remonter. Il va commencer légèrement à remonter au petit matin, mais il va falloir quand même ce signal ici de stress pour déclencher véritablement le pic de cortisol. Ce pic de cortisol, je le hachure ici et après il devient très faible. Et donc, ce pic de cortisol, il est absolument indispensable. Attention, on parle souvent du cortisol en disant « Oh là là, attention, c'est embêtant ». Oui, bien sûr, un excès est embêtant, mais là, il est vital. S'il n'y a pas ce cortisol, nous ne pouvons pas nous lever, etc. Tout ce que j'ai énuméré juste avant. Et donc, le problème peut être potentiellement très grave. Alors, je ne parle même pas d'infection, où le cortisol est très important. Et les gens qui ont une insuffisance surrénalienne et qui arrivent à des taux de cortisol trop bas peuvent mourir en l'espace de quelques heures. C'est une hormone absolument vitale à très court terme. Donc, il n'est pas question de s'en passer. Par contre, le problème, c'est que il y a une alchimie, enfin, c'est pas un problème, au contraire, c'est magnifique, mais il y a une alchimie entre détection par le suprachiasmatique ici, que je vais du coup mettre en rouge pour que ce soit plus clair, et le pic de cortisol, lorsqu'il détecte la lumière. Et donc, après, lorsque la luminosité diminue, ce même suprachiasmatique, voyant la luminosité qui diminue, que nous sommes le soir, eh bien, va envoyer des messages, entre autres par la mélatonine, mais plein d'autres choses. La mélatonine, c'est plutôt l'épiphyse qui est derrière, les deux communiquent ici, bon, etc. Il y a un certain nombre de mécanismes qui vont faire quand cette détection que la lumière diminuant dans la journée, eh bien, on va activer progressivement, parce que ça ne se fait pas d'un instant à l'autre, on va préparer, et avec la diminution de cortisol, on va préparer l'endormissement et la réparation. Il ne manquera plus que le signal pour l'envoyer. Et le problème vient justement lorsque ce détecteur de lumière voit à un moment anormal de la lumière, et bien notamment lorsqu'on va regarder des écrans durant les 3 heures qui précèdent ce coucher. Voilà. Donc 3 heures, ça nous amène, si l'on parle en heure d'hiver, ça fait 18 heures, et si l'on parle en heure d'été, cela fait 19 heures. Donc 18-19 heures, le cortisol est quasiment à son minimum, on n'en est pas très loin. Il commence déjà à diminuer très franchement dans l'après-midi, déjà dès 15 heures ça diminue franchement, 16-17 heures ça diminue beaucoup, et puis dès qu'on se rapproche de 20 heures, alors là les taux sont quasiment le taux minimum. Il y en a toujours bien sûr un petit peu, c'est vital, comme pour toutes les hormones, mais c'est extrêmement faible. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait il va y avoir une activation de ce noyau suprachiasmatique, donc de ce détecteur qui, voyant de la lumière forte le soir, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les écrans sont forts, on ne se rend absolument pas compte, c'est extrêmement fort, et plus c'est bleu, plus ça fait lumière du matin, bref, plus il s'y croit, l'ami. Et donc, il va sécréter à ce moment-là du cortisol, c'est-à-dire qu'il va redonner le signal de stress. Donc il y avait du cortisol, il y avait bien sûr de l'adrénaline, de la noradrénaline, tout un tas d'hormones de stress, et là, nous sommes repartis, cette fois-ci, au lieu de diminuer, c'est un autre pic de cortisol, éventuellement un peu moins important, mais quand même beaucoup trop fort. Et donc là, cette fois-ci, je hachure en rouge. Et donc, des grands principes de physiologie, qui sont basés sur des principes de logique évolutionniste simple, en fait, nous expliquent très bien que on ne peut pas avoir simultanément un programme de stress et un programme de réparation. Il faut choisir, c'est ou le rouge ou le vert. Et lorsque le rouge est là, terminé.
le programme de réparation, c'est fini. C'est parce qu'il y a une urgence. Le stress étant une urgence, eh bien c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête, ce qui veut donc dire que lorsque vous avez une stimulation, notamment par des écrans dans les 3 heures qui précèdent le coucher, eh bien on se retrouve dans cette situation d'annulation du programme de réparation, du moins en bonne partie. Donc, pas ces hormones pour réparer le corps, entre autres, pas de drainage des toxines du cerveau qui vieillit beaucoup plus vite et qui peut déclencher ou accélérer une neurodégénérescence, etc. Et donc, aujourd'hui, en moyenne, nous avons 1h30 de sommeil de moins par nuit, alors ça dépend beaucoup des gens et des régions du monde, que nos grands-parents, on va dire 2 générations, 50 ans, c'est quand même pas beaucoup. Le manque de sommeil entraîne une fatigue chronique avec aujourd'hui qui est probablement responsable de l'immense majorité des accidents de la route, selon un certain nombre de statistiques. Bref, et bien sûr, ce cortisol, le problème c'est qu'en fait la moyenne de cortisol de la journée est très élevée, et donc vous allez dégrader votre muscle pour faire une néoglucogénèse, donc vous allez brûler votre muscle pour faire augmenter la glycémie. Cette glycémie augmentée toute la nuit, au lieu d'être très basse la nuit, eh bien elle va à ce moment-là faire sécréter de l'insuline, pas forcément des pics, mais au moins une certaine quantité d'insuline, qui va provoquer donc un hyperinsulinisme nocturne et donc une résistance à l'insuline avec un foie gras. Cette fameuse stéatose hépatique qui majore la résistance à l'insuline dont on parle dans le syndrome métabolique par exemple. Et donc le manque de sommeil de qualité, donc durée mais aussi qualité à cause de ces sécrétions hormonales, peut être à l'origine de diabète de type 2 uniquement induit par ça. Alors il est rare que ce soit uniquement ça, mais ça peut être quand même le cas. Et on voit aussi par ailleurs que si l'on fait un exercice physique à un mauvais moment, c'est-à-dire le soir, eh bien, on peut avoir le même genre de problème. Si je fais mon exercice vers 19-20 heures, j'obtiens globalement ce pic, alors peut-être éventuellement un petit peu avant, mais ça ne change globalement pas grand-chose, et je vais me retrouver avec un sommeil qui va être franchement abîmé, pour ne pas dire fracassé. Voilà, donc attention aux écrans, notamment dans les 3 heures qui précèdent l'endormissement. C'est un moment important dans lequel il faut un retour au calme progressif pour permettre le déclenchement du programme de réparation. Voilà en ce qui concerne le sommeil et les interactions avec la lumière, dont les écrans, éventuellement une activité physique beaucoup trop tardive, et donc les conséquences que cela a au niveau hormonal pour le corps, la réparation du corps, et donc là au contraire, donc l'absence de réparation, donc destruction de l'os, ostéoporose, destruction du muscle, sarcopénie, et puis bien sûr destruction du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs, neurodégénérescence, entre autres, voilà ce que sont les conséquences, avec bien sûr création d'un syndrome métabolique, avec insulinorésistance, et toutes les conséquences cardiovasculaires et cancer que cela peut provoquer. Alors je vous parlais d'aide à l'endormissement, par quoi remplace-t-on les écrans? Je vous parlais de Montaigne, donc effectivement, voilà, petite dédicace, dans cette période avant l'endormissement, qui est une période de retour au calme ici, que je mets en pointillé, voilà, cette période de retour au calme, donc il est très important de faire quelque chose qui soit compatible avec le sommeil. Et donc, parmi les astuces que je vous ai citées tout à l'heure, donc il y avait effectivement, donc là c'est un petit clin d'œil à Montaigne, puisque c'est passionnant, mais c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse aux expressions de l'époque et donc à des tournures complexes, ça dépend de la version que l'on a bien sûr des essais, ça peut grandement aider à s'endormir. Voilà.